Ma mère a dit, chacun aura un petit quelque chose. Mon fils a eu des chaussettes, les enfants de ma sœur des téléphones. Il a demandé, j'ai fait quelque chose de mal, maman? Cette nuit-là, j'ai souri. Et retiré tout le monde de mon assurance santé. Tout le monde aura quelque chose de modeste cette année. Nous faisons simple et équitable. La voix de ma mère était calme, presque répétée, alors qu'elle se tenait dans sa cuisine en cet après-midi d'octobre. Je m'étais rendu en voiture à sa maison à Lyon avec mon fils Léo, qui avait 8 ans et croyait encore à la magie des réunions de famille. Ma sœur Chloé était assise à table avec ses jumeaux, tous deux âgés de 12 ans, faisant défiler leur téléphone sans lever les yeux une seule fois. Ça me semble raisonnable, dis-je en me servant un café. Léo sera content avec n'importe quoi. Ma mère sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle avait ce regard qu'elle arborait toujours quand elle planifiait quelque chose. Celui qui me mettait mal à l'aise, sans que je ne puisse jamais en déterminer la raison. J'ai balayé ce sentiment. Après tout, Noël était encore dans 2 mois. Je m'appelle Amélie. J'ai 35 ans, je suis mère célibataire et je travaille comme directrice régionale pour une société de distribution pharmaceutique. C'est un travail exigeant, mais il paie suffisamment bien pour que je puisse subvenir aux besoins de Léo tout en ayant un peu de marge. Son père n'est plus dans nos vies depuis 6 ans, depuis qu'il a décidé que la paternité ne faisait pas partie de son plan de vie. Donc, nous n'avons été que tous les deux à naviguer ensemble dans la vie. J'ai toujours été fière d'être indépendante. Je ne demande pas d'aide à ma famille, du moins pas financièrement. Je me débrouille seule, mais je suis toujours présente pour les fêtes. J'essaie toujours de maintenir ces liens, même quand ils ressemblent plus à des obligations qu'à de véritables relations. Chloé leva enfin les yeux de son téléphone. Maman, les enfants veulent vraiment les nouveaux téléphones pour Noël. Tu sais, ceux avec les bons appareils photo. On verra, dit ma mère, d'un ton évasif. Je ressentis une petite pointe d'agacement. Le mari de Chloé, Thomas, travaillait dans la vente et gagnait bien sa vie. Il n'était pas en difficulté, mais ma sœur avait toujours été douée pour demander des choses. Douée pour donner aux gens l'impression qu'ils lui devaient quelque chose. Et toi, Léo, demanda ma mère en se penchant pour regarder mon fils. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Léo haussa les épaules, ses petites épaules bougeant à peine. Je ne sais pas. Peut-être du matériel de dessin ou des livres. Ma mère lui tapota distraitement la tête. On trouvera bien quelque chose. J'observais attentivement l'interaction, notant à quelle vitesse elle s'éloigna de lui, comment son attention se reporta presque immédiatement sur les jumeaux de Chloé. Ce n'était pas la première fois que je remarquais la différence dans la façon dont elle traitait les enfants. Mais je m'étais toujours dit que j'étais trop sensible. Ce soir-là, alors que Léo et moi rentrions à la maison, il était silencieux sur la banquette arrière. Je le regardais dans le rétroviseur. « Ça va, mon grand ?» « Oui, dit-il, mais sa voix était faible. »« Maman, est-ce que mamie aime plus Camille et Lucas que moi ?» Mes mains se crispèrent sur le volant. Camille et Lucas étaient les jumeaux de Chloé, et ils étaient gâtés d'une manière qui me faisait grincer des dents. Ma mère les avait toujours choyés, avait toujours trouvé des excuses pour leur comportement, avait toujours trouvé des raisons de leur donner plus. Bien sûr que non, mentis-je, ma voix douce. Mamie t'aime très fort. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Ma mère avait toujours préféré Chloé. En grandissant, ma sœur avait eu la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, les cadeaux les plus chers. J'étais la responsable, celle qui n'avait pas besoin d'autant d'attention, celle qui pouvait se débrouiller seule. Et d'une manière ou d'une autre, ce schéma s'était étendu à nos enfants. J'avais passé des années à me dire que ça n'avait pas d'importance. J'avais construit une belle vie pour Léo et moi. Nous n'avions besoin de la validation de personne d'autre. Mais en regardant le visage de mon fils dans ce rétroviseur, en y voyant l'incertitude, quelque chose en moi se fissura un peu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère me posant des questions sur la mutuelle santé. Elle et mon père étaient sur ma mutuelle familiale depuis 3 ans maintenant. Depuis que l'entreprise de mon père avait changé ses avantages sociaux et que leurs cotisations avaient grimpé en flèche, je les avais ajoutés sans hésiter, parce que c'est ce que fait la famille. Je vérifie juste que tout est toujours bon pour l'année prochaine, dit-elle. Bien sûr, papa et toi êtes couverts. Chloé aussi, n'est-ce pas? J'avais ajouté ma sœur à la mutuelle il y a 18 mois, quand elle avait traversé une période difficile avec le travail de Thomas. Oui.
Merci, ma chérie. Tu es si bonne avec nous. J'aurais dû ressentir de la chaleur en entendant ces mots. Au lieu de cela, il sonnait creux, comme si elle lisait un texte. Mais j'ai repoussé ce sentiment et me suis concentré sur le travail, sur les événements scolaires de Léo, sur le rythme ordinaire de nos vies. Novembre est arrivé et reparti. Le dîner de la Toussaint chez mes parents fut l'affaire habituelle, avec mon père découpant la dinde pendant que ma mère s'occupait des jumeaux de Chloé, s'assurant qu'ils avaient des portions supplémentaires de tout ce qu'ils aimaient. Léo était assis tranquillement, mangeant sa nourriture sans se plaindre, sans rien demander de spécial. « Amélie, tu as l'air fatiguée, » dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Est-ce que tu dors assez ?»« Je vais bien, » répondis-je, en gardant ma voix égale. « Tu devrais mieux prendre soin de toi. C'est difficile d'être seul, j'en suis sûr. » La voilà. La pique subtile, le rappel que j'étais célibataire, que je n'avais pas de partenaire pour partager le fardeau, que ma vie était en quelque sorte inférieure à la sienne à cause de cela. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a des années que répondre aux commentaires de Chloé ne faisait qu'empirer les choses. Mais je l'ai noté. Une autre petite preuve que quelque chose dans cette dynamique familiale était brisé depuis très longtemps. À l'approche de décembre, ma mère appelait plus fréquemment, toujours avec de petites demandes, toujours avec cette même gratitude vide qui me retournait l'estomac. La première semaine de décembre apporta une vague de froid inattendu sur Lyon. J'étais submergé de travail, gérant les expéditions d'inventaire et les problèmes de personnel dans 3 centres de distribution différents. Léo avait commencé à poser des questions sur Noël, son excitation grandissant malgré mes avertissements que les cadeaux seraient modestes cette année. « Tu te souviens de ce que mamie a dit ?» lui rappelai-je un soir alors que nous décorions notre petit sapin. « Tout le monde aura quelque chose de petit. Rien de grand ou de sophistiqué. »« Je sais, maman, » dit-il en accrochant soigneusement une décoration qu'il avait faite en CE1. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de grand de toute façon. Je veux juste que tout le monde soit ensemble. » Ces mots me serrèrent la poitrine. À 8 ans, il était déjà plus mature émotionnellement que la moitié des adultes de notre famille. Il avait dû l'être. Grandissant sans père, avec une mère qui travaillait de longues heures, il avait appris très tôt que la vie exigeait patience et compréhension. Nous avions nos propres traditions, juste nous deux. Chocolat chaud le dimanche matin, lecture ensemble avant de se coucher, excursion le week-end au musée des Beaux-Arts où il passait des heures à étudier les peintures, posant des questions sur la technique et la couleur. C'était un enfant réfléchi, créatif et gentil, et j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'il ne ressente jamais l'absence de son père comme une lacune dans sa vie. Mais les réunions de famille étaient différentes. Chez mes parents, je pouvais le voir observer la façon dont ma mère interagissait avec Camille et Lucas, comment elle riait de leurs blagues et cédait à leurs exigences, comment elle remarquait à peine quand Léo essayait de lui montrer quelque chose qu'il avait dessiné ou de lui parler de quelque chose qu'il avait appris à l'école. Mi-décembre, je me suis rendu chez ma mère pour déposer des documents qu'elle devait signer pour le renouvellement de la mutuelle. Chloé était déjà là, ses jumeaux dans le salon jouant à des jeux vidéo sur l'immense télévision que mes parents leur avaient acheté le Noël précédent. « Amélie » dit ma mère en prenant les papiers. Timing parfait. Je montrais justement à Chloé les cadeaux que j'ai pris pour les enfants. Je la suivis dans sa chambre où plusieurs paquets emballés reposaient sur le lit. 2 grandes boîtes avec du papier cadeau d'aspect coûteux et un petit paquet plat avec du papier cadeau de supermarché. « Ces 2-là sont pour Camille et Lucas » dit-elle en montrant les grandes boîtes. « Et celui-là est pour Léo. » Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. « Maman, tu as dit que tout le monde aurait quelque chose de petit. »« Ce sont de petites choses, » protesta-t-elle. « Enfin, pratique en tout cas. Les jumeaux ont besoin de nouveaux téléphones. Les leurs sont anciens. » Ils ont à peine 1 an, dis-je, la voix tendue. Les adolescents ont besoin de bons téléphones pour l'école, intervint Chloé depuis le seuil. Tu ne comprendrais pas, vu que Léo est encore jeune. Je regardais le petit paquet destiné à mon fils. Qu'est-ce que tu as pris à Léo? Des chaussettes, dit ma mère d'un ton enjoué. De bonne qualité. Il grandit si vite, j'ai pensé que quelque chose de pratique avait du sens. Des chaussettes. Ce sont de belles chaussettes, insista-t-elle, de ce magasin de randonnée. Elles étaient chères. Je la fixai, attendant qu'elle reconnaisse l'absurdité de ce qu'elle disait. Des téléphones pour les jumeaux, des chaussettes pour Léo, et tout le monde reçoit quelque chose de petit. Amélie, ne fais pas cette tête, dit Chloé.
Maman a une retraite modeste. Elle ne peut pas acheter des choses chères pour tout le monde. Ces téléphones coûtent au moins 600 € chacun, dis-je sèchement. Eh bien, nous avons aussi participé financièrement, admit Chloé. Les enfants en avaient vraiment besoin. La pièce semblait vaciller. J'avais passé des années à trouver des excuses pour ma famille, des années à me convaincre que le traitement inégal n'était pas aussi grave qu'il y paraissait, que j'étais trop sensible. Mais là, c'était flagrant. C'était cruel. Léo ne s'en formalisera pas, dit ma mère, ignorant complètement ou ne remarquant pas ma détresse. C'est un enfant si facile, pas exigeant comme certains. Il est facile parce que je l'ai élevé pour qu'il soit reconnaissant de ce qu'il a, dis-je, la voix tremblante. Pas parce qu'il mérite moins. Personne n'a dit qu'il méritait moins, lança Chloé. Tu es dramatique. Ce ne sont que des cadeaux de Noël. Je suis parti sans un mot de plus, rentrant chez moi dans un brouillard de colère et de blessures. Quand je suis arrivé, Léo était à son bureau en train de travailler sur un dessin. Il leva les yeux quand je suis entré, son visage s'illuminant. Maman, regarde ce que j'ai fait. C'est pour mamie pour Noël. Il brandit un portrait de notre famille soigneusement dessiné. Nous tous ensemble, souriant. Le détail était remarquable pour un enfant de 8 ans. Il y avait passé des heures, je pouvais le dire. C'est magnifique, mon chéri. Tu penses qu'elle aimera? Je regardais le visage plein d'espoir de mon fils, l'œuvre d'art dans laquelle il avait mis tout son cœur, et quelque chose en moi changea. Je l'avais protégé de tant de choses, j'avais travaillé si dur pour lui offrir un foyer stable et aimant. Mais j'avais échoué à le protéger de cela, de la cruauté désinvolte de personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Elle va adorer, dis-je. Parce que pouvais-je dire d'autre? Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant à ces paquets emballés, à la différence entre des téléphones à 600 € et un paquet de chaussettes. J'ai pensé à chaque fois que ma mère avait nonchalamment écarté les accomplissements de Léo tout en célébrant les efforts médiocres de Camille et Lucas. Chaque fois que Chloé avait fait des commentaires désobligeants sur ma vie tout en ignorant le fait que c'était moi qui maintenais nos parents sur ma mutuelle santé, celle qui se présentait quand quelqu'un avait besoin d'aide. J'avais toujours été la personne fiable, celle qui ne se plaignait pas, celle qui faisait en sorte que les choses fonctionnent. Et c'était ainsi qu'il valorisait cette fiabilité. Au lever du jour, je n'avais pas dormi du tout. Mais je savais exactement ce que j'allais faire. Le matin de Noël arriva avec une neige fraîche recouvrant les rues de Lyon. Léo se réveilla tôt, excité, malgré mes avertissements répétés que les cadeaux seraient modestes. Nous avons d'abord ouvert nos cadeaux l'un à l'autre, juste nous deux dans notre salon. Je lui avais offert du matériel de dessin, des livres qu'il voulait et un nouveau manteau d'hiver dont il avait vraiment besoin. Il avait utilisé son argent de poche pour m'acheter une tasse avec les meilleures mamans du monde peint dessus en lettres tremblantes. Je la tins et réprimai mes larmes. « Tu aimes » demanda-t-il anxieusement. « Je l'adore » dis-je en le serrant dans mes bras. « C'est parfait. » Nous étions censés être chez mes parents pour midi. Je m'habillai soigneusement, mettant mon plus beau pull, m'assurant que Léo avait l'air soigné et présentable. Il portait le portrait qu'il avait fait pour ma mère, soigneusement emballé dans du papier qu'il avait décoré lui-même. Le trajet se fit en silence. Léo fredonnait des chants de Noël à voix basse, et je serrais le volant plus fort que nécessaire. J'avais passé la semaine précédente à me préparer pour ce moment, à imaginer des scénarios dans ma tête, essayant de prédire comment tout se déroulerait. La maison de mes parents était déjà pleine quand nous sommes arrivés. La famille de Chloé était arrivée tôt, et Camille et Lucas montraient les nouvelles tenues qu'ils avaient reçues ce matin-là. Mon père était dans son fauteuil en train de lire le journal, levant à peine les yeux quand nous sommes entrés. « Joyeux Noël !» cria ma mère, se précipitant pour étreindre les jumeaux de Chloé. Elle tapota distraitement la tête de Léo. « Allez mettre vos manteaux dans la chambre du fond. » Je regardais Léo placer soigneusement le portrait emballé sous le sapin avec les autres cadeaux. Il avait ajouté une étiquette qui disait « pour mamie », de Léo ou de son écriture soignée. Le déjeuner fut le chaos habituel. Ma mère avait fait un jambon et Chloé avait apporté des accompagnements dont elle s'assura que tout le monde sache qu'ils provenaient d'une épicerie fine coûteuse. Les jumeaux monopolisèrent la conversation, parlant de leurs projets pour la nouvelle année, de leurs équipes sportives, de leurs drames scolaires. Léo mangea tranquillement, essayant parfois d'ajouter quelque chose à la conversation, mais se faisant couper la parole par Camille ou Lucas à chaque fois. Je le vis finalement abandonné, se concentrant simplement sur sa nourriture. Après le déjeuner,
Ce fut l'heure des cadeaux. Ma mère joua au Père Noël, distribuant les cadeaux avec une grande cérémonie. Elle commença par les jumeaux. Ceux-ci sont très spéciaux, annonça-t-elle en leur tendant les grandes boîtes que j'avais vues dans sa chambre. Je sais que vous les vouliez tous les deux. Camille et Lucas déchirèrent le papier cadeau, poussant des cris de joie en voyant les boîtes de téléphone. Ils commencèrent immédiatement à les ouvrir, ignorant tout le monde dans la pièce alors qu'ils allumaient leurs nouveaux appareils. Maman, c'est trop, dit Chloé, mais sa voix était satisfaite. Rien n'est trop beau pour mes petits-enfants, répondit ma mère. Puis elle prit le petit paquet plat. Et ça, c'est pour Léo. Mon fils le prit soigneusement, son visage plein d'attente. Il l'ouvrit lentement, ne déchirant pas le papier comme les jumeaux l'avaient fait. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression ne changea pas, mais je vis quelque chose mourir derrière ses yeux. Des chaussettes. Un pack de 3 paires de chaussettes en laine d'un magasin de randonnée. Tu les aimes, demanda ma mère. Elles sont de très bonne qualité. Elles te tiendront les pieds au chaud. Léo regarda les chaussettes, puis ses cousins avec leur téléphone, puis de nouveau les chaussettes. Merci, mamie, dit-il doucement. C'est tout, rit Chloé. Même pas un merci enthousiaste. Les enfants de nos jours n'apprécient pas les cadeaux pratiques. Il a dit merci, dis-je, ma voix tranchante. Eh bien, il pourrait avoir l'air plus reconnaissant, ajouta ma mère. Ces chaussettes n'étaient pas données. Je regardais mon fils serrer le paquet de chaussettes, ses petites mains agrippées à l'emballage en carton. Il ne pleurait pas. Il ne se plaignait pas. Il était juste assis là, essayant de comprendre pourquoi ses cousins avaient eu des téléphones et lui des chaussettes alors que mamie avait promis que tout le monde aurait quelque chose de petit. Maman, murmura Léo en se penchant vers moi. J'ai fait quelque chose de mal? Ces mots brisèrent quelque chose en moi que je ne savais même pas pouvoir se briser. Je le pris dans mes bras, le serrant fort contre moi. Non, mon bébé, murmurai-je en retour. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Chloé aidait ses jumeaux à configurer leur téléphone. Ma mère roucoulait sur leur excitation, et mon père lisait toujours son journal comme si rien d'important ne se passait. Personne ne remarqua que Léo était devenu complètement silencieux. Personne ne s'en souciait. Nous sommes restés 1 heure de plus, car partir immédiatement aurait provoqué une scène, et j'essayais encore de transformer ma rage en quelque chose de gérable. Léo ne mentionna plus jamais la disparité des cadeaux. Il remercia ma mère 3 fois de plus pour les chaussettes, chaque fois avec une voix un peu plus faible, un peu plus défaite. Quand vint le moment d'ouvrir le cadeau qu'il avait fait, ma mère jeta à peine un coup d'œil au portrait. « Oh, c'est gentil », dit-elle en le mettant de côté pour faire de la place pour le papier cadeau qu'elle ramassait. « Tu deviens si bon en dessin, mon chéri. » Elle le posa sur la table d'appoint et tourna immédiatement son attention vers Camille et Lucas, qui prenaient des selfies avec leur nouveau téléphone. Léo vit où elle avait mis son portrait, coincé entre des magazines et une pile de courrier. Son visage resta neutre, mais je le connaissais assez bien pour y lire la blessure. Le trajet du retour fut silencieux. Quand nous sommes rentrés, Léo est allé directement dans sa chambre. Je l'ai suivi un instant plus tard et je l'ai trouvé assis sur son lit, tenant toujours le paquet de chaussettes. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il à nouveau, et cette fois, sa voix se brisa. Je m'assis à côté de lui et le serrai contre moi. « Non, mon cœur. Tu as tout fait correctement. Ce n'est pas à propos de toi. Alors pourquoi Camille et Lucas ont eu des téléphones et moi des chaussettes? Je n'avais aucune réponse qui pourrait améliorer cela, aucune explication qui pourrait apaiser la blessure. Alors, je l'ai juste tenu pendant qu'il pleurait doucement sur mon épaule, pleurant quelque chose qu'il était trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez vieux pour le ressentir profondément. Cette nuit-là, après que Léo se soit enfin endormi, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert le portail de ma mutuelle santé et j'ai regardé le contrat familial qui couvrait mes parents, ma sœur et son mari. Puis j'ai souri et j'ai commencé à taper. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Léo dormait encore, épuisé par le bilan émotionnel de la veille. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de ma cuisine, examinant le portail de la mutuelle sur mon ordinateur portable. Mon contrat familial couvrait 6 personnes, moi, Léo, mes parents, Chloé et son mari Thomas. Le coût était substantiel, plus de 800 € par mois déduit de mon salaire. Je ne m'en étais jamais plainte.
Quand l'entreprise de mon père avait changé ses avantages sociaux il y a 3 ans et que leurs cotisations avaient triplé, je les avais ajoutés sans hésiter. Quand Chloé avait traversé une période difficile avec le travail de Thomas il y a 18 mois, je les avais ajoutés aussi. Parce que c'est ce que fait la famille. C'est ce qu'on m'avait appris. On s'entraide. On se soutient. On est là quand ça compte, sauf que ça ne semblait fonctionner que dans un sens. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler les photos d'hier. Il y en avait une que Chloé avait postée sur les réseaux sociaux. Camille et Lucas tenant leur nouveau téléphone. D'énormes sourires sur leur visage avec la légende « Gâtés par la meilleure mamie du monde ». Ces enfants sont si bénis. Bénis. Le mot me retourna l'estomac. J'ai regardé la date sur mon portail d'assurance. Le prochain cycle de facturation commençait le 1er janvier, dans 5 jours. Les modifications au contrat familial pouvaient être effectuées jusqu'au 31 décembre à minuit. Timing parfait. Mais je n'ai encore rien fait. Je devais y réfléchir. Je devais être absolument certaine. Ce n'était pas une décision à prendre sous le coup de la colère. C'était une décision qui aurait des conséquences, et je devais être prête à les assumer. J'ai passé la journée avec Léo, l'emmenant au cinéma puis manger une pizza. Il semblait aller mieux, plus lui-même, bien que je l'ai surpris être inhabituellement silencieux pendant le film. Au dîner, il poussait sa pizza dans son assiette. « Maman, pourquoi mamie ne m'aime pas autant que Camille et Lucas ?» J'avais redouté cette question. C'est compliqué, mon chéri. C'est parce que je n'ai pas de papa. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Non, Léo. Non, ça n'a rien à voir. Camille a dit que sa mère a dit que mamie a pitié de toi parce que tu es seul. Que je suis probablement plus difficile à gérer parce que je n'ai pas de papa pour aider à me discipliner. Mes mains se crispèrent en poing sous la table. Chloé avait dit ça. Ma sœur avait dit ça de mon fils, de moi. Et ma mère avait apparemment été d'accord, ou du moins ne l'avait pas corrigé. Camille n'aurait pas dû dire ça, réussis-je à dire, en gardant ma voix égale. Et ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es gentil, intelligent et créatif. Toute différence dans la façon dont tu es traité n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec les problèmes des autres. Il me regarda avec ses grands yeux sérieux. On va continuer à aller chez mamie? C'était une question juste. Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on s'en sortira très bien. Comme toujours. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, j'ai appelé ma meilleure amie, Manon. Nous étions amis depuis l'université, et elle connaissait ma situation familiale mieux que personne. Ils ont fait quoi? Explosa-t-elle quand je lui ai raconté Noël. Tu te moques de moi? Des téléphones et des chaussettes. Je sais que ça a l'air mesquin quand je le dis à voix haute. Ce n'est pas mesquin, Amélie. C'est cruel. C'est délibérément cruel envers un enfant. Léo m'a demandé aujourd'hui si mamie ne l'aime pas parce qu'il n'a pas de père. Manon resta silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense à les retirer de ma mutuelle. Tes parents et Chloé. Tous. Mes parents, Chloé et Thomas. Ils perdront leur couverture. Ils devront trouver une nouvelle assurance. Ce n'est pas impossible. Cher, peut-être, mais pas impossible. Manon se tut à nouveau. Tu es sérieuse? Je paie plus de 800 € par mois pour assurer des gens qui pensent que mon fils mérite des chaussettes pendant que leurs petits-enfants ont des téléphones. Des gens qui laissent ma sœur dire des choses cruelles sur nous. Des gens qui n'ont jamais dit merci d'une manière qui signifiait quelque chose. Alors fais-le, dit fermement Manon. Il profite de toi depuis des années. Ta mère surtout, tu as été la fiable, celle qui n'a besoin de rien, celle qui gère tout. Et c'est comme ça qu'il te traite. Je n'arrête pas de penser que je devrais essayer de leur parler d'abord. Et dire quoi? Ils savent ce qu'ils ont fait. Ta mère savait exactement quel message elle envoyait quand elle a acheté ses cadeaux. Elle ne pensait juste pas que tu ferais quelque chose. Elle avait raison. Ma mère avait compté sur moi pour ravaler ma colère, accepter la situation, être la plus intelligente, parce que c'est ce que je faisais toujours. Fais-le, répéta Manon. Et ne te sens pas coupable. Le 29 décembre arriva. J'avais passé 2 jours à hésiter, à me remettre en question, me demandant si je surréagissais.
Mais chaque fois que je vacillais, je pensais au visage de Léo quand il a ouvert ses chaussettes. Je pensais à lui demandant s'il avait fait quelque chose de mal. Je me suis connecté au portail de l'assurance à 21h. Mes mains étaient stables alors que je naviguais vers la section du contrat familial. Un par un, je les ai retirés. Mon père, ma mère, Chloé, Thomas, 4 noms supprimés en 4 clics. Le système m'a demandé de confirmer. J'ai confirmé. Il m'a demandé si j'étais sûr. J'étais sûr. Les changements prendraient effet le 1er janvier. Ils recevraient des lettres de notification par la poste dans la semaine les informant que leur couverture avait pris fin. D'ici là, j'avais environ 48 heures de paix avant que le chaos ne commence. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas tout à fait la paix, mais quelque chose de proche. Le sentiment que j'avais enfin, défendu mon fils et moi-même. Le 30 décembre se passa tranquillement. Léo et moi sommes restés à la maison à organiser son nouveau matériel de dessin, à lire ensemble, à être présents l'un pour l'autre. Mon téléphone a sonné 3 fois. Ma mère, Chloé, ma mère à nouveau. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Le 31 décembre est arrivé, et je savais que les lettres de notification avaient été envoyées. Elle arriverait probablement le 2 ou le 3 janvier, selon la poste. J'avais ce temps avant que tout n'explose. Léo et moi avons passé le réveillon du Nouvel An à regarder des films et à manger du pop-corn. À minuit, nous avons tapé sur des casseroles comme nous le faisions chaque année, faisant du bruit pour accueillir la nouvelle année. Il riait, heureux, et pour la première fois depuis des jours, il semblait être lui-même à nouveau. Le 1er janvier est arrivé avec de la neige fraîche et des rues calmes. J'ai préparé le petit déjeuner et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui allait arriver. Mon téléphone a sonné 4 fois ce jour-là. Je n'ai toujours pas répondu. Le 2 janvier, les appels sont devenus plus fréquents. 6 fois de ma mère, 3 de Chloé, 2 de mon père, ce qui était inhabituel car il ne m'appelait jamais directement pour quoi que ce soit. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Ce soir-là, j'ai finalement écouté les messages. Le premier message de ma mère. Amélie, ma chérie, rappelle-moi quand tu auras ce message. J'ai besoin de te demander quelque chose à propos de la mutuelle. Son deuxième message. Amélie, j'ai reçu une lettre aujourd'hui disant que notre couverture se termine. Il doit y avoir une erreur. Peux-tu appeler la compagnie d'assurance et régler ça? Son troisième message. Amélie, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. Les messages de Chloé étaient progressivement plus en colère. Maman a reçu une lettre bizarre à propos de la mutuelle. Tu sais quelque chose à ce sujet? Puis Amélie, décroche ton téléphone. Puis tu nous ignores sérieusement? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le message de mon père était las. Amélie, ta mère est très contrariée. S'il te plaît, rappelle-nous. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Le 3 janvier est arrivé avec mon téléphone sonnant à 7 heures du matin. J'étais déjà réveillé. Depuis 1 heure, anticipant ce moment. C'était ma mère qui appelait. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Allô? Amélie, la voix de ma mère était stridente de panique. Enfin, j'essaie de te joindre depuis des jours. Tu as eu mes messages? Oui. Alors pourquoi n'as-tu pas rappelé? Nous avons reçu des lettres disant que notre mutuelle est résiliée. Il doit y avoir une erreur. Tu dois les appeler et réparer ça. Je me suis versé un café, laissant le silence s'étirer. Ce n'est pas une erreur, maman. Quoi? De quoi tu parles? Je vous ai retiré, toi, papa, Chloé et Thomas, de mon contrat familial. La couverture a pris fin le 1er janvier. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, tu as fait quoi? Je vous ai retiré de ma mutuelle. Vous devrez trouver votre propre couverture maintenant. Amélie, tu ne peux pas faire ça. Nous avons besoin de cette mutuelle. Ton père a des rendez-vous chez le médecin de prévu. J'ai des ordonnances à renouveler. Tu ne peux pas simplement résilier notre assurance. En fait, je peux. C'est mon contrat. Je paie pour depuis 3 ans. Mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Le mot abandonner a touché une corde sensible en moi.
Comme vous avez abandonné mon fils à Noël quand vous avez donné à ses cousins des téléphones à 600 € et à lui des chaussettes. Oh, pour l'amour du ciel. C'est de ça qu'il s'agit? Tu es en colère pour des cadeaux de Noël. Je suis en colère que tu aies promis que tout le monde aurait quelque chose de petit et que tu aies ensuite offert à Camille et Lucas des cadeaux coûteux pendant que mon fils recevait des chaussettes. Je suis en colère que tu n'aies rien vu de mal à ça. Je suis en colère que lorsque Léo a demandé s'il avait fait quelque chose de mal, je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Il est dramatique. Ce ne sont que des cadeaux. Il a 8 ans, maman. Et il n'est pas dramatique. Il m'a demandé si tu ne l'aimes pas parce qu'il n'a pas de père. Sais-tu pourquoi il a demandé ça? Parce que Camille lui a dit que Chloé a dit que tu as pitié de moi d'être seule et que je suis probablement plus difficile à élever parce que je n'ai pas de mari pour aider à me discipliner. Ma mère se tue un moment. Chloé n'aurait pas dû dire ça. Mais elle l'a dit. Et apparemment, tu étais d'accord, ou du moins tu ne l'as pas corrigé. Alors Léo, qui a 8 ans, pense que sa grand-mère ne l'aime pas autant parce que son père est parti. Amélie, tu exagères. Est-ce que j'exagère? Parce que de mon point de vue, mon fils a reçu le message clair et net qu'il vaut moins que ses cousins, et j'en ai fini de prétendre que c'est acceptable. Alors tu vas nous punir en nous retirant notre mutuelle? C'est incroyablement vindicatif. J'ai ri. Mais ce n'était pas un son agréable. Vindicatif. Je paie pour votre mutuelle depuis 3 ans. J'ai ajouté Chloé et Thomas quand ils avaient besoin d'aide. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais au moment où j'arrête de vous donner quelque chose, je suis vindicative. Nous avions besoin de cette mutuelle. Alors tu aurais dû traiter mon fils avec un respect élémentaire. Tu aurais dû tenir ta promesse concernant les petits cadeaux. Tu aurais dû penser à l'impact de tes actions sur un enfant. Amélie, s'il te plaît. Tu es déraisonnable. On peut juste en parler? Nous sommes en train d'en parler. La réponse est non. Trouvez votre propre assurance. Nous ne pouvons pas nous permettre les cotisations seules. Tu le sais. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû dépenser 1200 € en téléphone pour les jumeaux. C'est différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent. Elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas. Le silence s'étira à nouveau. Finalement, elle dit, ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons appris la loyauté familiale. Vous m'avez appris que la famille signifie être là pour les gens même quand ils ne le méritent pas. Mais vous avez oublié de m'apprendre que ça devrait aller dans les deux sens. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de regret, de libération. D'avoir enfin dit des choses qui devaient être dites depuis des années. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement. Chloé, cette fois. J'ai répondu. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hurla-t-elle avant même que je puisse dire bonjour. Maman vient de m'appeler en pleurant. Tu as résilié notre mutuelle. Je vous ai retiré de mon contrat familial. Oui. Comment as-tu pu faire ça? Thomas et moi avons besoin de cette couverture. Nous avons 2 enfants. Vous avez aussi 2 revenus. Vous pouvez vous permettre votre propre assurance. Ça va nous coûter une fortune. Nous ne pouvons pas nous permettre les cotisations en ce moment. Mais vous pouviez vous permettre de participer à l'achat de téléphones d'une valeur de 1200 €. C'est complètement différent. Tout le monde n'arrête pas de dire ça, mais personne ne peut expliquer comment. C'était des cadeaux de Noël pour nos enfants. Tu vas punir Camille et Lucas parce que tu es jalouse. Je ne punis personne. Je choisis simplement de ne pas payer 800 € par mois pour subventionner des gens qui pensent que mon fils mérite des chaussettes pendant que leurs enfants ont des téléphones. Mon Dieu, tu es une telle martyre. Tu dois toujours tout ramener à toi. Il ne s'agit pas de moi, Chloé. Il s'agit de Léo. Il s'agit du fait que le matin de Noël, quand il a ouvert son cadeau et a vu ce qu'il a eu par rapport à ses cousins, quelque chose s'est brisé en lui. Et aucun de vous n'a remarqué ou ne s'en est soucié. Il va bien. Les enfants doivent apprendre que la vie n'est pas juste. Il l'apprend, ne t'inquiète pas. Il apprend que sa grand-mère et sa tante pensent qu'il vaut moins que ses cousins. Il apprend que la famille signifie différentes choses pour différentes personnes. Il apprend que parfois, les gens qui sont censés t'aimer te blesseront d'une manière qui ne peut être réparée. Tu es ridicule. Ce ne sont que des cadeaux. Si ce ne sont que des cadeaux,
alors ce n'est qu'une mutuelle. Trouve la tienne. Maman a dit que tu es jalouse parce que j'ai un mari et pas toi. Que tu m'as toujours envié d'avoir une famille complète. La voilà. La vraie vérité mise à nu. C'est ce qu'elle disait de moi quand je n'étais pas là. C'est ainsi qu'elle justifiait le traitement différent. Tu sais quoi, Chloé? Tu as raison. Je suis jalouse. Je suis jalouse que tes enfants aient une grand-mère qui les aime. Je suis jalouse que tu n'aies jamais eu à te demander si tu comptais pour nos parents. Je suis jalouse que tu puisses prendre le soutien familial pour acquis pendant que j'ai passé des années à gagner des miettes d'affection. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et j'en ai fini. J'en ai fini de mendier un traitement égal. J'en ai fini de prétendre que des chaussettes et des téléphones sont la même chose. J'en ai fini de payer 800 € par mois à des gens qui pensent que mon fils est moins important que les tiens. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Trouve ta propre assurance, Chloé. Considère ça comme une leçon d'indépendance. Je lui ai raccroché au nez aussi. Le téléphone a sonné 6 fois de plus ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun des appels. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Les 2 semaines suivantes furent prévisibles dans leur chaos. Ma mère appelait quotidiennement, alternant entre culpabilisation et colère. Chloé envoyait des textos allant de la supplication à la menace. Mon père appela une fois de plus, essayant d'être la voix de la raison, me demandant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas reconsidéré. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la réaction du reste de ma famille. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a appelé pour me dire que j'étais cruel. Mon oncle m'a envoyé un email sur l'importance du pardon familial. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur ma décision. Le récit que ma mère avait construit était simple. J'étais vindicative à propos de cadeaux de Noël. Je punissais des parents âgés et malades pour un désaccord mesquin. Je faisais passer ma fierté avant les besoins de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, car ma mère l'avait commodément omis, c'est que je payais leur mutuelle depuis 3 ans, que j'avais soutenu Chloé dans sa période difficile, que le désaccord mesquin concernait un enfant qu'on avait fait se sentir sans valeur. Manon m'a dit de tout les ignorer. Ils ne connaissent pas toute l'histoire, et ils ne veulent pas la connaître. Ta mère se fait passer pour la victime parce que c'est plus facile que d'admettre qu'elle avait tort. Elle avait raison, mais ça faisait quand même mal. Je m'étais attendu à de la colère de ma famille immédiate. Je ne m'étais pas attendu à ce que la famille élargie s'en mêle sans demander ma version des faits. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jeté dans un projet majeur à la société pharmaceutique, réorganisant notre réseau de distribution dans 3 régions. C'était un travail complexe et exigeant qui requérait toute mon attention. Ma patronne, une femme nommée Isabelle, qui avait toujours été juste avec moi, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tout va bien, demanda-t-elle un jour fin janvier. Des histoires de famille, dis-je vaguement. Elle hocha la tête, comprenant que parfois, c'est tout ce qui doit être dit. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Tu fais un excellent travail sur ce projet, d'ailleurs. La validation fit du bien. Au moins, quelqu'un appréciait ma contribution. À la maison, Léo avait recommencé à sortir de sa coquille. Il dessinait plus, parlait plus, semblait plus léger. Un soir, il m'a apporté un nouveau dessin qu'il avait fait. C'est nous, dit-il, me montrant un dessin de nous 2 seulement, debout devant notre maison. Notre famille. J'ai regardé l'image, la façon dont il avait soigneusement dessiné chaque détail, à quel point nous semblions heureux dans sa représentation. C'est parfait, dis-je. On va encore voir mamie, demanda-t-il. Je ne sais pas. Tu en as envie? Il y réfléchit sérieusement. Je ne crois pas. Pas pour l'instant. Elle m'a fait me sentir mal. Alors nous n'irons pas. Pas avant que tu sois prêt, si jamais tu le es. Il hocha la tête, satisfait, et retourna dans sa chambre. Il m'est venu à l'esprit que j'avais été si soucieuse de le protéger de la douleur que je n'avais pas envisagé qu'il pourrait être soulagé de s'éloigner d'une situation qui le rendait malheureux. Mi-février apporta un développement inattendu. J'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. La lettre m'informait que j'étais poursuivi pour abandon financier et négligence envers des personnes âgées. Il prétendait qu'en les retirant de ma mutuelle, j'avais violé mon devoir de diligence en tant que leur fille et mis leur santé en danger. J'ai regardé la lettre, incrédule.
Ils me poursuivaient en justice. Mes propres parents me traînaient au tribunal parce que j'avais arrêté de payer leur mutuelle. J'ai immédiatement appelé un avocat, quelqu'un qu'Isabelle m'avait recommandé. Il s'appelait Grégoire et était spécialisé en droit de la famille. Je l'ai rencontré le lendemain. « Avez-vous déjà vu ce genre de cas ?» demandai-je en faisant glisser la lettre sur son bureau. Grégoire la lut attentivement, son expression neutre. « J'ai vu des tentatives similaires. Elles réussissent rarement. Les enfants adultes ne sont pas légalement obligés de fournir une assurance santé à leurs parents, sauf s'il existe un accord de soins spécifique. Avez-vous un accord écrit avec eux? Non. Je les ai juste ajoutés à mon contrat quand ils avaient besoin d'aide. Par gentillesse? Oui. Et ils prétendent à la négligence parce que vous avez arrêté, apparemment. Grégoire se pencha en arrière dans son fauteuil. Voici ce qui va se passer. Nous allons répondre à cette lettre. Nous soulignerons que vous n'avez aucune obligation légale de fournir une assurance, que vous l'avez fait volontairement pendant 3 ans, et qu'ils ont d'autres options à leur disposition. L'affaire sera probablement classée avant même d'arriver au tribunal. Combien cela va-t-il me coûter? Mes honoraires sont de 2000 €. Cela ne dépassera probablement pas ce montant, à moins qu'ils n'insistent vraiment, ce dont je doute une fois qu'ils réaliseront qu'ils n'ont aucune base légale. 2000 €. De l'argent que je devrais dépenser parce que mes parents avaient décidé de me poursuivre plutôt que de simplement trouver leur propre assurance. Faites-le, dis-je. Rédigez la réponse. Quand je suis rentré ce soir-là, il y avait une voiture dans mon allée que je ne reconnaissais pas. En me garant, j'ai vu Chloé assise sur les marches de mon Porsche. Il faut qu'on parle, dit-elle alors que je sortais de ma voiture. Je ne pense pas, s'il te plaît, Amélie, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Léo était à un programme d'art après l'école et ne serait pas à la maison avant 1 heure. Nous sommes restés debout dans ma cuisine, aucune de nous ne s'asseyant. Maman et papa te poursuivent en justice, dit Chloé. Je sais. J'ai reçu la lettre. C'est insensé. Je leur ai dit de ne pas le faire. Vraiment? Oui. Toute cette histoire a complètement dégénéré. Je suis venu ici pour te demander de reconsidérer. Reconsidérer quoi exactement? Nous remettre sur ta mutuelle avant que le procès n'aille plus loin. Donc, tu veux que je paie 800 € par mois et que je fasse comme si de rien n'était. Je veux que nous soyons de nouveau une famille. J'ai ri, un rire amer et sec. Nous n'avons jamais été une famille, Chloé. Une famille ne traite pas un enfant mieux qu'un autre. Une famille ne se poursuit pas en justice pour une assurance. Une famille ne dit pas de choses cruelles en s'attendant à ce que ce soit oublié parce qu'il est incommode de faire face aux conséquences. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le fait que tu sois seul, sur le fait que Léo soit plus difficile à élever. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais tu l'as dit et tu le pensais. Et maman était d'accord avec toi. Elle n'était pas d'accord. Elle n'a pas non plus exprimé son désaccord. Et c'est ça le problème. Aucun de vous n'a jamais défendu Léo ou moi. Vous avez pris ce que j'ai donné et agi comme si c'était votre dû. Eh bien, ce n'est pas le cas, et j'en ai fini. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. S'il te plaît. Thomas et moi sommes submergés par les coûts des cotisations. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Vous auriez pu vous le permettre si vous n'aviez pas dépensé 1200 € en téléphone. C'était différent. Arrête de dire ça. Ce n'était pas différent. Vous aviez le choix où dépenser votre argent et vous avez choisi des téléphones plutôt qu'une assurance. C'est bien. Ce sont vos enfants et vos priorités. Mais ne me demandez pas de subventionner ce choix. Elle est partie en colère et je n'ai ressenti que de la fatigue. Mars est arrivé avec un temps plus doux et une date d'audience. Grégoire avait eu raison. Le procès était faible, mais mes parents persistaient, espérant probablement que je céderais avant que cela n'arrive à une véritable audience. Ils avaient sous-estimé à quel point j'en avais fini avec leur manipulation. La veille de l'audience, j'ai reçu un appel inattendu de mon père, pas de ma mère, ce qui était surprenant. Amélie, on peut parler? Juste toi et moi. J'ai hésité. De quoi y a-t-il à parler? S'il te plaît, un café quelque part. Juste 30 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau, en terrain neutre. Mon père avait l'air plus vieux que dans mon souvenir,
plus fatigué. Il a commandé un café et s'est assis en face de moi, ses mains enroulées autour de la tasse. Ta mère ne sait pas que je suis là, commença-t-il. Ça semble être un thème dans cette famille. Les gens qui font des choses dans le dos des autres. Il grimaça. Je mérite ça. Amélie, je veux que tu saches que je n'étais pas d'accord avec la façon dont Noël s'est passé. Je pensais que la disparité des cadeaux était mauvaise. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'ai passé 40 ans à ne rien dire quand ta mère favorise Chloé. Parce que c'était plus facile de maintenir la paix que de se disputer à ce sujet. Et où est-ce que ça nous a menés? Il soupira. Tu as raison. J'aurais dû parler. J'aurais dû le faire il y a des années. Mais je suis là maintenant pour te demander d'abandonner ça avant que ça n'aille au tribunal. Ce n'est pas moi qui ai intenté un procès, papa. Je sais, mais tu pourrais le résoudre en nous remettant sur ta mutuelle. Pourquoi ferais-je ça? Parce que nous sommes une famille. J'ai posé mon café soigneusement. Vous continuez à utiliser ce mot comme s'il signifiait quelque chose, mais une famille est censée se protéger mutuellement. Une famille est censée traiter tout le monde équitablement. Une famille est censée se soucier quand un enfant est blessé. Nous nous soucions de Léo. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois pour demander comment il va? Quand es-tu venu à un de ces événements scolaires pour la dernière fois? Quand l'as-tu traité pour la dernière fois comme s'il comptait autant que Camille et Lucas? Mon père ne pouvait pas répondre. Nous connaissions tous les deux la vérité. Je ne vous remettrai pas sur ma mutuelle, dis-je doucement. Je ne paierai pas pour des gens qui pensent que mon fils est jetable, et je ne reculerai pas devant ce procès. Si vous voulez me traîner au tribunal, très bien. Mais vous allez perdre, et vous allez payer vos frais d'avocat, et à la fin, vous devrez toujours trouver votre propre assurance. Ta mère ne te le pardonnera jamais. J'ai accepté ça. Amélie. Non, j'en ai fini. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter un traitement égal de cette famille. J'ai travaillé dur, je n'ai pas causé de problème, je me suis occupé de moi-même, j'ai aidé chaque fois que quelqu'un demandait. Et ce n'était jamais assez. Léo méritait mieux que ce que vous lui avez donné à Noël. Il méritait mieux que d'être comparé à ses cousins et d'être jugé insuffisant. Et je mérite mieux que d'être censé financer des gens qui nous traitent comme si nous n'avions pas d'importance. Je me suis levé. On se voit au tribunal demain, papa. Il n'a pas essayé de m'arrêter alors que je sortais. Ce soir-là, je me suis assise avec Léo pendant qu'il faisait ses devoirs. Il travaillait sur une rédaction à propos de quelqu'un qu'il admirait. J'ai jeté un coup d'œil à sa feuille et j'ai vu qu'il avait écrit sur moi. Ma maman travaille très dur, lisez son écriture soignée. Elle s'assure toujours que j'ai ce dont j'ai besoin. Elle est courageuse et forte, et elle m'aime quoi qu'il arrive. Elle m'apprend qu'il est normal de se défendre. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Léo, c'est magnifique. C'est assez bien, demanda-t-il, inquiet. C'est parfait. Tu es parfait. Il sourit. Ce sourire pur et simple qui me rappelait exactement pourquoi je faisais tout ça. Pas pour la vengeance, pas pour la revanche, mais pour lui montrer que sa valeur n'était pas négociable, qu'il méritait d'être défendu, que se défendre n'était pas égoïste. C'était nécessaire. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin pour le tribunal. Grégoire m'a rencontré devant la salle d'audience, l'air confiant. Ils vont essayer de te dépeindre comme insensible et vindicative, m'a-t-il prévenu. Contente-toi des faits. Tu n'as aucune obligation légale de fournir une assurance. Tu l'as fait volontairement. Tu as arrêté. Fin de l'histoire. Et l'histoire des cadeaux de Noël? Nous le mentionnerons si nécessaire. Mais honnêtement, le juge ne se souciera pas des drames familiaux. Il s'agit d'une obligation légale, et ils n'ont aucun argument. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu mes parents assis avec leur avocat, un homme dans un costume coûteux qui avait l'air agacé d'être là. Chloé était dans la galerie avec quelques autres membres de la famille que j'ai reconnus. Ils me regardaient tous comme si j'étais une étrangère. L'audience a commencé. L'avocat de mes parents a présenté leur cas. Que j'avais abandonné des parents âgés qui dépendaient de ma mutuelle, que j'avais agi de manière malveillante et sans avertissement, que mes actions leur avaient causé une grave détresse émotionnelle et financière. C'était surréaliste, de m'entendre décrire comme une sorte de méchante.
L'avocat donnait l'impression que j'avais arraché l'assurance à des personnes impuissantes et fragiles plutôt que d'avoir cessé de payer pour des adultes valides qui pouvaient se permettre leur propre couverture. Puis ce fut au tour de Grégoire. Grégoire se leva et s'adressa au juge avec un calme professionnalisme. Votre honneur, cette affaire peut être résumée très simplement. Le plaignant allègue que la défenderesse a une obligation légale de fournir une couverture d'assurance santé. Elle n'en a pas, il exposa les faits méthodiquement. J'avais 35 ans, j'étais employé, sans aucun accord légal pour prendre soin de mes parents. Je les avais volontairement ajoutés à ma mutuelle familiale 3 ans auparavant lorsqu'ils avaient demandé de l'aide. J'avais payé des cotisations totalisant plus de 28 000 € pendant cette période. J'avais également ajouté ma sœur et mon beau-frère, soutenant 6 personnes sur mon contrat. À aucun moment la défenderesse n'a signé de document acceptant de fournir cette couverture indéfiniment, continua Grégoire. À aucun moment les plaignants n'ont conclu d'arrangement légal de soins. La défenderesse a agi par gentillesse, non par obligation. Et lorsqu'elle a choisi de mettre fin à cette gentillesse, elle était tout à fait dans son droit de le faire. Le juge regarda l'avocat de mes parents. Votre client a-t-il une documentation montrant une obligation légale? L'avocat a brassé des papiers. Non, votre honneur, mais il y a une obligation de soins implicite entre parents et enfants. Inversement, interrompit le juge. Vous soutenez que les enfants adultes ont une obligation implicite de fournir une assurance à leurs parents. Lorsque les parents sont âgés et dans le besoin, oui. Les plaignants sont tous les deux au début de la soixantaine, intervint Grégoire. Ils sont employés à temps partiel. Ils ont accès aux assurances du marché et aux options de la sécurité sociale. Ils ne sont ni indigents ni incapables de souscrire leur propre couverture. Le juge me regarda. Mademoiselle Amélie, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je me levai, ma voix stable. Votre honneur, j'aimais mes parents. Je les ai aidés parce que je le voulais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon aide était prise pour acquise, que mes contributions étaient attendues mais pas appréciées, que mon fils était traité différemment de ses cousins par ma famille. Quand j'ai pris la décision de les retirer de ma mutuelle, ce n'était pas par méchanceté. C'était par autopréservation et par nécessité de protéger mon enfant d'une blessure continue. Il s'agit de cadeaux de Noël, demanda le juge en regardant le dossier. C'est plus que ça, votre honneur. Mais l'incident de Noël a clairement montré que ma famille ne valorisait pas mon fils de la même manière qu'elle valorisait les enfants de ma sœur, et j'ai dû faire un choix quant à savoir si je devais continuer à subventionner des gens qui traitaient mon enfant comme moins important. Le juge regarda mes parents. Avez-vous quelque chose à dire? Ma mère se leva, sa voix tremblante d'émotion. C'est ma fille. Elle est censée prendre soin de nous. Nous l'avons élevée, nous lui avons tout donné, et c'est ainsi qu'elle nous remercie, en nous abandonnant quand nous avons le plus besoin d'elle. Vous m'avez tout donné, dis-je, incapable de rester silencieuse. Vous avez tout donné à Chloé. Vous m'avez donné les restes, les critiques et le message constant que je n'étais pas aussi bonne que ma sœur. J'ai passé ma vie à essayer de mériter votre approbation, et je ne l'ai jamais obtenue. Alors, oui, j'ai arrêté de payer votre mutuelle. Parce que j'ai finalement réalisé que je ne vous dois rien simplement parce que vous êtes mes parents. Les parents sont censés mériter la loyauté et l'amour de leurs enfants. Vous n'avez pas mérité les miens. Ça suffit, dit le juge, mais pas méchamment. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait vu trop de familles se détruire dans sa salle d'audience. Voici ma décision. Le plaignant n'a aucune base légale. Les enfants adultes ne sont pas obligés de fournir une assurance santé à leurs parents. La défenderesse a agi dans son droit en retirant les plaignants de son contrat d'assurance. Affaire classée. Il frappa son marteau et c'était fini. L'avocat de mes parents avait l'air frustré. Ma mère pleurait. Mon père, le visage de pierre. Chloé se leva et sortit sans me regarder. À l'extérieur de la salle d'audience, Grégoire me serra la main. Vous vous êtes bien défendu là-dedans, en vous tenant droite, en gardant votre sang-froid. Ce juge voit beaucoup d'affaires familiales et la vôtre était assez simple. Merci pour votre aide. De rien. Et pour ce que ça vaut, je pense que vous avez pris la bonne décision. Parfois, les familles ont besoin de limites fermes. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais gagné, pas seulement le procès, mais quelque chose de plus grand. Je m'étais prouvé que je pouvais résister à la manipulation de ma famille et y survivre. Quand j'ai récupéré Léo à l'école,
il est monté dans la voiture avec un grand sourire. Comment s'est passée ta journée, maman? C'était une bonne journée, mon grand. Vraiment bonne. On peut aller manger une glace? Absolument. Nous sommes allés à son glacier préféré, et je l'ai regardé savourer un cornet au chocolat avec des vermicelles, complètement inconscient de la bataille que j'avais menée en son nom. Et c'était bien comme ça. Il n'avait pas besoin de connaître tous les détails. Il avait juste besoin de savoir que quelqu'un était dans son camp. Toujours. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Manon. Comment ça s'est passé? On a gagné. Affaire classée. Oui. Je savais que tu gagnerais. Comment te sens-tu? Honnêtement, libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Tu devrais. Tu t'es défendu et tu as défendu Léo. Ça demande du courage. Ça n'aurait pas dû me prendre si longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Alors, quelle est la suite? J'ai regardé autour de ma petite maison, les dessins que Léo avait accrochés au mur, les photos de nous deux seulement. Ensuite, nous allons simplement vivre nos vies sans le poids des gens qui ne nous apprécient pas, ça a l'air parfait. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Je m'étais préparé à plus de disputes, plus de tentatives de manipulation, mais elles ne sont jamais venues. Mes parents et Chloé ont trouvé leur propre assurance, chère, mais gérable. Le procès leur avait coûté de l'argent et de la dignité, et je pense qu'ils ont finalement compris que je n'allais pas être culpabilisé pour revenir sur ma décision. Ma tante a appelé une fois de plus en avril, cette fois avec un ton différent. Ta mère m'a raconté toute l'histoire, dit-elle, à propos des cadeaux de Noël, à propos de ce que tu payais pour leur assurance. Je suis désolé de t'avoir jugé sans connaître les faits. Merci de le dire. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ta mère a toujours préféré Chloé, et ce n'était pas juste pour toi en grandissant. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. C'était valorisant à entendre, même si cela ne changeait pas le passé, mais au moins une personne de ma famille élargie comprenait. Le travail a continué à bien se passer. Isabelle m'a promue directrice régionale senior en mai avec une augmentation significative. Tu as fait un travail exceptionnel, a-t-elle dit en m'offrant le poste. Tu es organisé, fiable, et tu gères bien la pression. L'entreprise a besoin de plus de gens comme toi à des postes de direction. L'argent supplémentaire signifiait que je pouvais mettre plus de côté pour les études de Léo, l'emmener en vraies vacances cet été-là. Nous sommes allés dans les Alpes, nous avons passé une semaine à faire de la randonnée et à explorer des villages de montagne. Léo a pris des centaines de photos, a rempli un carnet de croquis avec des dessins de paysages et d'animaux sauvages. C'est le meilleur voyage de tous les temps, dit-il un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le porche de notre chalet. Mieux que Noël, le taquinai-je doucement. Il y réfléchit. Oui, mieux, parce qu'ici, c'est juste nous et on est heureux. La vérité sort de la bouche des enfants. Fin juin, j'ai reçu un message inattendu de mon père. Pas un appel, juste un texto. Je suis fier de toi d'avoir pris ta défense et celle de Léo. J'aurais dû en faire plus pour vous protéger tous les deux. Je suis désolé. Ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin, mais c'était quelque chose. J'ai répondu. Merci. Ce fut l'étendue de notre communication. Peut-être qu'un jour nous reconstruirions quelque chose, mais je ne retenais pas mon souffle, et cela me convenait. Léo est entré en CE2 en septembre, confiant et heureux. Il s'était fait des amis proches, des enfants qui appréciaient sa créativité et sa gentillesse. Sa maîtresse m'a appelé en octobre pour une réunion parents-professeurs, et je m'attendais à de mauvaises nouvelles. C'est généralement ce que signifient les réunions. Au lieu de cela, elle a souri. Je voulais juste vous dire quel enfant merveilleux vous avez. Léo est réfléchi, travailleur et incroyablement talentueux artistiquement. Il est aussi très mature émotionnellement pour son âge. Vous faites un travail incroyable avec lui. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci. Ça me touche beaucoup. A-t-il toujours été aussi bien dans sa peau? Il a eu quelques difficultés, dis-je prudemment. Des histoires de famille, mais nous travaillons ensemble sur les choses. Elle hocha la tête d'un air entendu. Eh bien, quoi que vous fassiez, continuez. Il s'épanouit. Ce soir-là, j'ai raconté à Léo ce que sa maîtresse avait dit. Il rayonnait de fierté.
Tu penses qu'on pourrait inviter quelques-uns de mes amis pour mon anniversaire? Demanda-t-il. Absolument. Qui veux-tu inviter? Il a énuméré 5 noms. Des enfants de l'école et du quartier. Aucune mention de Camille ou Lucas. Aucune mention de vouloir voir mes parents ou Chloé. Sa fête d'anniversaire en novembre fut bruyante, chaotique et parfaite. 8 enfants courant partout dans notre maison, mangeant de la pizza et du gâteau, jouant à des jeux. J'ai regardé Léo rire avec ses amis et j'ai réalisé que c'était à ça que l'enfance devait ressembler. De la joie sans condition, de l'amour sans comparaison. Noël est revenu, notre deuxième sans ma famille élargie. Léo et moi avions établi de nouvelles traditions. Décorer le sapin ensemble en buvant du chocolat chaud, regarder de vieux films, faire du bénévolat dans un refuge local la veille de Noël. Le matin de Noël, Léo a ouvert ses cadeaux avec une véritable excitation. Du matériel de dessin, des livres, de nouveaux vêtements, une tablette dont il avait réellement besoin pour ses expériences d'art numérique. Rien d'extravagant, mais tout était choisi avec soin et attention. C'est parfait, maman, dit-il en me serrant fort dans ses bras. Merci. De rien, mon cœur. Est-ce qu'il te manque? Mamie, papy et tati Chloé? Il y réfléchit honnêtement. Parfois, l'idée de me manque. La famille que j'aurais aimé que nous soyons. Mais la façon dont il nous faisait nous sentir ne me manque pas moi non plus, dit-il. Je préfère comme ça. Juste nous. Juste nous, acquiesçai-je. Plus tard dans la journée, Manon est venue dîner avec quelques collègues de travail qui étaient devenus des amis. Nous avons trop mangé, beaucoup ri, et personne n'a comparé qui que ce soit à qui que ce soit d'autre. Personne n'a fait en sorte que quelqu'un se sente inférieur. C'étaient simplement des gens qui tenaient les uns aux autres et qui passaient du temps ensemble. Alors que je nettoyais ce soir-là, Léo déjà endormi à l'étage, j'ai pensé au parcours de l'année écoulée. La blessure, la colère, le courage qu'il a fallu pour fixer des limites, le procès, le jugement, la liberté qui est venue en restant ferme. J'ai pensé à ces chaussettes, toujours rangées dans le tiroir de Léo, un rappel du moment où tout a changé. Mes parents et Chloé ont lutté avec les conséquences de leur choix tout au long de l'année suivante. Le procès leur a coûté des milliers d'euros en frais de justice qu'ils n'ont pas pu récupérer. Leur cotisation d'assurance était 3 fois plus élevée que ce qu'ils payaient avec mon contrat, grignotant les économies sur lesquelles ils comptaient pour leur retraite. Le mariage de Chloé et Thomas s'est tendu sous la pression financière, entraînant des disputes constantes sur l'argent. La réputation de ma mère dans notre famille élargie a souffert à mesure que la vérité sur les cadeaux de Noël et la situation de l'assurance se répandait. Les gens ont cessé de prendre son parti, ont cessé de cautionner son favoritisme. Camille et Lucas, maintenant adolescents, ont commencé à poser des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle ils ne voyaient plus leur cousin, forçant Chloé à affronter son propre rôle dans la fracture familiale. Mon père, sentant peut-être le poids d'années de silence, est devenu de plus en plus renfermé. Ils avaient parié que je serais toujours la personne fiable, celle qui ravalait sa blessure au nom de la paix. Ils ont perdu ce pari, et le prix était plus élevé qu'ils ne l'avaient imaginé. Quant à Léo et moi, nous avons construit une vie pleine de gens qui nous valorisaient, qui se présentaient parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils se sentaient obligés. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et en repensant à ce matin de Noël, à ces chaussettes qui ont tout changé, j'ai réalisé que je n'avais aucun regret. Défendre mon fils, me défendre moi-même, pour la dignité élémentaire que nous méritions tous les deux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement refuser de se contenter de moins que ce que nous valions. Et cela a fait toute la différence.